Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le T'as vu, votre magazine réalisé par les Master 2 en journalisme. Au programme aujourd'hui, la rencontre d'un historien de la région, l'ouverture de Five Guys à Lille, un sport un peu particulier, le Quidditch, une immersion parmi les zombies de Projet Z et nous finirons avec l'agenda du week-end. Nous allons commencer tout de suite avec Gary et Camille qui ont rencontré un historien spécialiste de l'histoire populaire de la région. Historien retraité et agrégé, aveugle depuis 4 décennies et spécialisé dans l'histoire sociale du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, son travail de recherche donne lieu à des expositions, des conférences et des ouvrages sur l'histoire négligée de notre région. Cette semaine, pour T'as vu, nous sommes allés à la rencontre de Pierre Houteric. Portrait. Comme vous l'avez remarqué, je suis non-voyant. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'au CAPES avec 1/10 de l'œil gauche, 0 de l'œil droit. Bon. J'ai eu de la chance d'avoir des parents, d'abord qui étaient enseignants, qui connaissaient un peu les arcanes du système éducatif et surtout qui se sont battus à la fois pour que je vive en milieu normal et pour que j'accepte de vivre en milieu normal sans utiliser mon handicap pour ne rien faire. Bon. Donc j'ai mené une vie comme tout gamin. Mais rapidement, les événements vont se gâter puisqu'en 1970, le concours du CAPES pour enseigner dans le secondaire lui est refusé. C'est grâce à la pression d'associations que l'année d'après, le CAPES peut être obtenu par des candidats aveugles. À ce titre, son handicap l'oblige à une organisation particulière de son activité. Je suis toujours accompagné par des amis, des membres de ma famille, des gens que je rencontre et qui me donnent pendant un certain temps, parfois pendant 1 heure ou 2, un temps pour m'aider à faire ces recherches, à faire ce travail et à écrire. Petite maison de Saint-Lenoble, maison d'ouvriers mineurs. 2 pièces en bas, 1 pièce au premier étage. Toujours avec l'aide de transcripteurs et d'un magnétophone, Pierre Houteric a déjà rédigé une dizaine d'ouvrages, à chaque fois traitant de figures militantes qui ont marqué la région, que ce soit des mineurs, des métallurgistes ou des tisserands. Différente de l'histoire classique, l'histoire sociale s'évertue à ce que la vie et les combats menés par le peuple ne tombent pas dans l'oubli. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un domaine bien souvent négligé par des historiens coupés socialement de ces sphères. Sur l'histoire contemporaine, il y a eu des travaux qui ont émergé dans les années 60-70. Aujourd'hui, ce regard-là est en grande déshérence. Peu de gens à l'université font ce genre de travail, peu de chercheurs, peu de moyens, et ce n'est pas dans le mœurs du temps. Que ce soit la grève largement oubliée des mineurs de 1941, en passant par l'histoire de l'usine de forge Arbel de Douai, à la révolution russe de 1917 qui fête cette année son centenaire, Pierre Houteric, bien qu'en retraite, continue de mettre son temps à profit pour que l'on n'oublie pas ses vies de combattants et de révoltés, et qu'ainsi la résignation à ne rien changer au monde ne triomphe pas. Prochain rendez-vous le 30 novembre autour de la figure de Martha Desrumeaux à l'auditorium d'Euratechnologie. Bonjour Gary, Bonjour, vous avez rencontré cet historien. Alors aujourd'hui, avec toutes les technologies, on imagine que c'est possible d'étudier facilement, malgré le fait d'être aveugle. Comment ça s'est passé pour lui lorsqu'il était jeune? Alors, il n'est pas né aveugle. Il est né, à ce que j'ai compris, avec une très mauvaise vue. Et ça s'est dégradé petit à petit. Et pendant ses études, il était quasiment complètement non-voyant et voilà, avec les problèmes pour passer le CAPES comme on l'a vu. La première partie de votre question, oui, à l'heure actuelle avec tout le numérique c'est plus facile. Lui, comme il le dit, il a un côté fainéant, il n'a jamais voulu apprendre l'usage de l'ordinateur. D'accord. Voilà. Mais en soi, ça pourrait être c'est un outil formidable pour, voilà, pour suppléer à tout un tas de handicaps. D'accord. Et il s'est spécialisé plus particulièrement dans l'histoire sociale. C'est un domaine vraiment très particulier. Alors là, il y a une petite erreur dans le reportage, je m'en rends compte. Je
parle d'histoire sociale, mais c'est d'histoire populaire. Il y a aussi l'histoire sociale, mais il est plus histoire populaire. Pourquoi il s'est intéressé à ce domaine de l'histoire? Voilà, tout à fait. Ça s'explique sociologiquement par ses parents. C'était des professeurs qui étaient proches, peut-être même au sein du Parti communiste. Et donc eux avaient l'envie de retracer l'histoire d'ouvriers, de personnes simples, et de se mettre dans leurs yeux pour vraiment faire cette histoire qui est assez marginale. Donc ça s'explique par les parents en grande partie. Et bientôt, il va y avoir une exposition où on aura aussi la possibilité de rencontrer et de voir son travail. Exactement. Ça se passe à Lille? Donc ça se passe à Lille le 30 novembre prochain à l'auditorium d'Euratechnologie. Donc autour de la figure de Martha Desrumaux, figure importante de toute une partie du XXe siècle à Lille et dans le Nord particulièrement. Elle dirige sa première grève à 20 ans. Elle est déportée, il me semble, dans le camp de concentration de Ravensbrück au début des années 40. Elle est élue députée du Nord en 1945 et elle devient présidente du PC de Lille. Et voilà, donc une figure féministe qui a de multiples visages, de multiples combats. Et Pierre Outreak, en fait, a écrit sa biographie à Martha Desrumaux. Voilà, donc présentation un petit peu du personnage. D'accord, une personne qui a vraiment marqué toute l'histoire de la région sous différents aspects. Voilà, une vie de combattante et marquante dans les années 30, 40, 50, 60 et au-delà dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Je vous remercie, Gary. Merci. Et son ouverture a fait du bruit cette semaine à Lille. Chloé et Charlotte sont allées à Five Guys pour voir si son installation rue de Béthune fera vraiment la différence. Depuis lundi, le fast-food ne désemplit pas. Et pour cause, la chaîne de restauration américaine Five Guys a ouvert à Lille à peine plus d'1 an après s'être implantée pour la première fois en France. Alors nous sommes le restaurant du burger premium authentique américain ouvert à tout le monde. Donc on est vraiment le restaurant de tout le monde, en tout cas c'est ce qu'on veut être. On ne veut pas cibler une population plutôt qu'une autre. Après, il est vrai que l'expérience veut que quand vous allez en restaurant, la cible des millénials paraît répondre mieux en tout cas à notre enseigne que les autres populations. Donc on va parler des 18-35 ans en majorité qui viennent plus régulièrement, en tout cas dans les restaurants, ou plus facilement. Donc nos produits, c'est un burger premium, comme je le disais, authentique américain, qui est uniquement composé de produits frais et de qualité. Il n'y a pas de congélateur chez Five Guys. Tous les produits sont frais, comme je le répète. Tous les produits sont préparés le matin même à la main par nos équipes. Donc nous travaillons à partir de produits bruts. Vous pouvez personnaliser votre burger. Donc il n'y a pas de burger prédéfini pour vous. Vous pouvez choisir parmi les 15 ingrédients qui sont disponibles et vous pouvez créer jusqu'à 250 000 possibilités de burgers différents. En s'installant rue de Béthune, Five Guys s'implante dans un territoire déjà conquis par les fast-foods. S'il veut se démarquer de McDonald's en prônant la qualité de ses sandwichs, il touche une cible équivalente à la chaîne de restauration française Big Fernand. Les deux enseignes proposent des burgers dits gourmets avec des menus d'environ 16 €. C'est une bonne nouvelle, le burger gourmet ne fait que se développer. Les gens en ont jamais assez. Quelque part, ça veut dire que le marché est encore grand et qu'il y a de la place pour les petits nouveaux, tant mieux. En revanche, nous... effectivement, on travaille avec des produits 100% français et frais. Et ce qui nous différencie, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans une tradition franchouillarde à fond qu'on joue. Alors voilà, il y a le côté tenue vestimentaire, mais surtout on essaye d'apporter un accueil différent, quoi. Même si Five Guys et Big Fernand ont leurs différences, ils utilisent tous deux une stratégie de communication similaire et promettent la même chose, la qualité et la fraîcheur de leurs produits. Avec le développement de la restauration rue de Béthune, le choix reste celui du porte-monnaie.
Bonjour Charlotte. Bonjour Rachel. Alors pourquoi Five Guys a choisi de s'implanter à Lille après Paris? Alors ils ont voulu trouver une grosse ville en province. Lille est à 1 heure de Paris, donc pour eux c'était déjà plus simple de s'y rendre. Et puis ils ont fait des études, ils se sont rendus compte que Lille c'était une ville très jeune, très dynamique. Donc du coup ils ont choisi de s'y implanter ici. D'accord. Mais est-ce que finalement il y a vraiment une différence entre Five Guys et toutes les autres chaînes américaines qu'on voit déjà en France? En fait, la grosse différence, ce que eux prônent, en fait, c'est qu'il n'y a pas un burger. On choisit ce qu'on veut, un burger, un cheeseburger, et après on rajoute les ingrédients dedans. Il y a une quinzaine d'ingrédients, donc on peut faire une multitude de sandwichs. Donc c'est ce que eux prônent, c'est vraiment la différence, que chacun peut manger ce qu'il veut. D'accord. Et par rapport à d'autres fast-food, là on a vu Big Fernand par exemple, vous avez pu constater des différences? Alors Big Fernand propose globalement la même chose. On choisit son sandwich, on peut le faire soi-même. Eux, ils annoncent que c'est local, c'est français. C'est souvent, il y a le maroilles par exemple, donc c'est un burger lillois. Alors que Five Guys, par exemple, on peut rentrer, c'est marqué que les pommes de terre viennent des Pays-Bas. Donc c'est pas français. Et c'est ce sur quoi joue beaucoup Big Fernand. D'accord. Est-ce que vous avez pu tester Five Guys? On a pu tester Five Guys, on y est allé, donc on a commandé notre menu. C'est effectivement très gras, c'est un fast-food, donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'on voit les burgers être préparés devant nous. Donc du coup, on peut voir ce qu'ils mettent dedans, on peut choisir nos ingrédients. C'est très gras, ils mettent beaucoup de frites. Mais après, ça ne change pas beaucoup, par exemple, des fast-foods tels que McDo. Ça ne change pas énormément finalement au goût. Mais pour des prix quand même les différents. prix sont plus chers. Les prix vont de 10 € pour un simple burger. Le menu peut jusqu'à 16-17 €, voire une vingtaine d'euros si on prend un dessert avec. Alors que le McDo, c'est souvent 8-10 €. Donc c'est beaucoup plus cher. Est-ce que la qualité là ferait aller voir aussi à McDonald's? Mais eux, ils disent que c'est vraiment burger premium et c'est là-dessus qu'ils jouent. D'accord. Je vous remercie Charlotte. Théo et Nicolas ont rencontré des joueurs de sport un peu particuliers puisqu'ils ont choisi de se spécialiser dans le Quidditch. Issu de la saga Harry Potter, le Quidditch a su attiser la curiosité de bon nombre de moldus, dont les Black Snitches. Mais de quoi s'agit-il? Alors le Quidditch, c'est un sport naissant. Il a une dizaine d'années aux États-Unis et chez nous, dans nos contrées, il a 5-6 ans. L'équipe de Lille est une des premières équipes à s'être formée. Ça se joue à 6 contre 6. Et même un peu après, au bout d'un certain temps de jeu, à la 18e minute de jeu, pardon, on est à 7 contre 7. Dans une équipe de Quidditch, il y a un gardien, 3 poursuiveurs, 2 batteurs et un attrapeur donc qui rentre à la 18e minute. Un ballon, quand il traverse l'anneau, c'est 10 points. Quand le vis d'or est attrapé, c'est 30 points, contrairement à la saga Harry Potter où c'est 150 points. Ça aurait été trop abusé là. Donc là, c'est 30 points et ça met un terme au match. C'est la seule chose qui peut mettre un terme au match. Mais en dehors de la magie des films, que viennent chercher les joueurs? Pas du sportif à la base, mais quitte à choisir un sport, c'est forcément du sport co pour moi parce que je trouve ça plus sympa. Et puis c'est un sport super drôle où en plus c'est ultra, ça bouge beaucoup, il y a du contact quand même. Il y a tout cet ensemble-là qui fait que c'est quand même super sympa. L'histoire du ballet, je trouve que c'est quand même assez intéressant en fait au final parce que quand on considère le ballet comme un handicap où en fait au final on doit plaquer à une main, réceptionner à une main, lancer à une main, tout faire à une main, c'est quand même des capacités, des techniques et des trucs à développer. Donc c'est super intéressant en fait par rapport à ça. En plus de l'ambiance, le Quidditch attire aussi pour sa facilité d'accès. Dans l'équipe ici, et je pense que ça doit être à peu près pareil dans les autres équipes, il n'y a pas de t'as jamais fait de sport avant donc t'es nul donc c'est tout quoi. Moi je suis arrivée, j'avais aucun niveau et en fait c'est cool et on a quand même fait des passes et j'ai quand même réussi à progresser et ça c'est super agréable. C'est très vivant, on essaye, je pense qu'il y a une volonté de la part d'un maximum de joueurs de faire en sorte que ce soit pas bon enfant, mais que ce soit quelque chose de convivial, que ce soit quelque chose d'agréable, que ce soit un moment de partage. Bien qu'encore méconnu, le Quidditch n'en est pas moins un sport à part entière. Ça mélange pas mal de sports, même ça mélange le rugby parce qu'on a le droit au plaquage, on a le droit au contact quand même. C'est un mélange aussi de handball parce que mine de rien il faut avoir c'est une dextérité, pour moi qui ai fait du handball, c'est le même mouvement que j'ai pour faire des passes ou pour faire des tirs, malgré que la balle soit plus grosse. C'est un peu de basket, un peu de rugby, un peu de lutte aussi. Faut-il absolument être un fan d'Harry Potter pour pouvoir apprécier cette discipline? C'est vraiment le sport qui prend le dessus. C'était pas forcément le cas au tout début du sport, où c'est surtout les fans qui ont lancé la discipline.
Moi je suis là vraiment depuis le début, donc l'équipe elle a un peu évolué. Au début c'était vraiment des fans et maintenant les gens sont là pour le sport. Alors il y a toujours quelques fans évidemment, mais il y a aussi des gens qui n'ont jamais lu les livres, jamais vu les films et qui adorent ce sport et la communauté qui est à côté. Peu à peu, le Quidditch tente de se faire un nom dans le monde du sport. Les Black Snitches participeront d'ailleurs à la Coupe de France dans une semaine. Bonjour Nicolas. Bonjour Rachel. Alors en fait le Quidditch c'est un véritable sport avec des entraînements comme on a pu le voir dans votre reportage. Alors oui, on s'y attend pas en fait, mais c'est pas juste un loisir, ils ont essayé vraiment de constituer un vrai sport. Ils s'entraînent tous les dimanches, donc oui c'est vrai, c'est un vrai sport. Est-ce qu'il existe des compétitions alors comme il peut y avoir dans le foot? Alors des compétitions, oui, il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'une seule qui est officielle. C'est la Coupe de France et elle aura lieu le 18 et le 19 novembre prochain à Limoges. Mais après, il y a aussi la Coupe du Monde qui aura lieu en Italie. Lille aurait pu être l'hôte de cette Coupe du Monde, mais on n'est arrivé que deuxième. D'accord, raté. Raté. Est-ce qu'il faut avoir un équipement particulier pour faire du Quidditch? Est-ce qu'il existe aussi des stades par exemple? Alors des stades, il y en a, mais pas forcément en France. Généralement, ils se placent sur là où ils peuvent, parce que c'est pas encore assez démocratisé. C'est surtout dans les pays anglo-saxons. Mais sinon, il faut, oui, des crampons, parce que ça reste sur du gazon. Ils servent d'un tube de PVC, en fait, en guise de balai, parce que le balai, c'est un peu dangereux s'il se casse. Et, voilà. C'est encombrant. C'est encombrant surtout, ouais. Ouais. Et après, il y a les anneaux, forcément, pour les points. Et il y a le vif d'or aussi, qui est très connu dans les films. Comment ils font? Parce que normalement, le vif d'or, c'est une petite balle qui vole. Ouais. Sauf que là, non, du coup, c'est une balle de tennis dans une chaussette qu'on accroche au dos. D'accord. Voilà. Donc il y a un joueur qui porte le vif d'or. C'est ça. Et vous avez pu tester? Alors, non, parce que les règles sont assez compliquées et très longues à assimiler, mais pourquoi pas une prochaine fois. D'accord. Je vous remercie, Nicolas. Merci. Et nous passons à un sujet totalement différent, puisque Julia et Juliette sont allées se plonger parmi les zombies de Projet Z le 27 et 28 octobre dernier lors d'un escape game au Stadium de Lille. Alors nous sommes actuellement au Stadium de Villeneuve d'Ascq et aujourd'hui, à quelques jours d'Halloween, à l'heure où on vous parle, les zombies ont envahi le stade de Lille et ça promet. Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est le Projet Z ? Alors le Projet Z, c'est un escape game éphémère géant qu'on organise dans le Stadium de la métropole européenne de Lille, qu'on organise sur le week-end juste avant Halloween pour les joueurs qui ont déjà fait toutes nos salles. Pourquoi avoir décidé de mettre en place ce projet ? On trouvait que Halloween c'était un très bon sujet pour faire une mission sur le thème d'Halloween. On avait très envie de faire une mission sur le thème des zombies. On avait déjà une première version qu'on avait fait l'année dernière pour une entreprise. On s'est dit qu'on allait la retravailler pour proposer à nos joueurs un événement intéressant et original. C'est parti, vous voyez derrière normalement il y a un compteur, on a environ 1 heure pour trouver l'antidote. Les équipes sont déjà parties donc on va directement aller voir ce qui se passe. Alors comme vous pouvez le voir, on est dans une première salle où il y a donc des antidotes, des casiers avec des codes, etc. Et les joueurs doivent récolter certains codes sur d'autres choses pour pouvoir ouvrir des premières valves et donc pouvoir se sauver. Les escape games font fureur en ce moment et sont de plus en plus nombreux. Ici, cette édition d'Halloween n'échappe pas à la règle. Étant donné qu'il y a un laps de temps assez court, environ 1 heure, c'est parfois compliqué de trouver la solution. C'est pourquoi les organisateurs viennent en cas de besoin vous aiguiller, vous donner des indices pour que vous finissiez quand même le jeu à temps. Alors bien entendu, étant donné qu'on est ici dans le Stadium de Lille, il y a quand même certains endroits qui sont un peu plus éclairés que ce qu'on a vu précédemment, notamment ici parce qu'on est dans les gradins et les zombies sont toujours pas très loin puisque si vous regardez bien, il y en a déjà derrière, donc on continue tout le temps la traque. Mais ça fait déjà un peu moins peur un zombie en lumière, faut le dire quand même. Donc là, comme vous voyez, il reste moins de 4 minutes. Les équipes sont tous rassemblées dans la première salle pour mettre au point leur raisonnement final.
Time's up, le temps est écoulé, la mission est terminée. Une fois que vous avez rendu votre valise, vous n'avez plus qu'à partir d'ici, et vite. Ce voyage à Zombieland coûtait 25 € la partie par personne, un montant plus élevé que d'ordinaire en raison des conditions spécifiques de cet événement. Alors aujourd'hui vous avez participé au projet Z, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était très bien, bonne immersion avec les zombies et tout le décor qui allait avec. Et est-ce que vous serez prêt à retenter l'expérience par exemple l'année prochaine s'il y en avait un autre? Oui, avec la même équipe. Donc du coup le jeu est terminé, mais je pense que je vais un peu me dépêcher de partir parce que ça craint un peu ici, si vous voyez ce que je veux dire. Alors nous accueillons Julia et Camille. Camille, vous reviendrez après avec l'agenda. Mais Julia... Bonjour. Bonjour. 25 € pour ce projet Z, ce serait pas un peu cher? Normalement, il faut le dire, l'Escape Game en question qui organise cet événement, c'est beaucoup moins cher d'habitude, on tourne plutôt autour de 12 €, 12,50 €, etc. Mais là, étant donné que c'était un événement vraiment particulier, c'était la première fois qu'il le faisait, on a dû louer les locaux, ça a pris plusieurs mois d'organisation, forcément ça implique un prix pour les clients un peu plus cher, étant donné que ça doit quand même couvrir les frais qui ont été engendrés par cette organisation. Et combien de personnes ont participé finalement? Alors en fait, il y avait donc 2 jours, comme vous l'avez dit au tout début. Ça commençait de 14 h jusqu'à minuit, donc il y avait plusieurs parties d'1 heure environ. Et donc c'était environ une centaine de personnes qui participaient à chaque partie. D'accord. Et quel genre de catégorie de personnes étaient présentes? En fait, c'était vraiment très hétéroclite. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit vraiment plus des jeunes. Et en fait, il y avait vraiment tout le monde. Il y avait des personnes d'environ 40 ans qui étaient là avec leurs enfants, etc. C'était vraiment... bon enfant, quoi. C'était vraiment une bonne ambiance où tout le monde participait. Comme c'est un jeu où on joue à plusieurs, chaque personne peut apporter sa petite touche selon son âge et ses connaissances, quoi. Comment on organise un tel événement? Parce qu'il y a vraiment énormément de décors et de scènes différentes avec beaucoup d'acteurs aussi. Déjà, je l'ai dit, ça prend plusieurs mois d'organisation. La personne qu'on a vue, donc l'organisateur, normalement, il travaille lui sur Paris, il est au siège. Donc c'est d'abord organisé là-bas parce qu'en fait, ils avaient déjà fait un essai précédemment, mais dans leurs locaux à eux. Et donc plusieurs mois d'organisation, ça demande de louer les locaux, donc la mairie, etc. Et les zombies qu'on a vus, par exemple, ce sont complètement des bénévoles, en fait. D'accord, donc n'importe qui pouvait être un zombie, effectivement. Donc ça retenir pour l'année prochaine. Merci Julia. De rien. Alors Camille, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Alors ce week-end, il y a pas mal de choses à faire. C'est le début de l'hiver, tout le monde a très froid et on n'a pas forcément envie de parcourir toute la ville pour trouver un événement. Alors bonne nouvelle pour les frileux, la Condition publique organise ce week-end le Roubaix Vintage Weekender, donc un événement autour du vintage. C'est totalement gratuit, ça commence ce soir à 17 h et ça dure jusqu'à dimanche à 19 h. Au programme, il y aura un marché vintage, des concerts vraiment très variés parce que là, il y aura vraiment des groupes du monde entier, des États-Unis, de la Jamaïque, du Portugal, du Royaume-Uni, des expositions, des food trucks et même une rétro-arcade. Donc si vous vous ennuyez entre 2 concerts, vous pouvez jouer au flipper. Donc c'est pour tout le monde, quoi. Oui, voilà, pour tous les styles, que ce soit famille ou amis, vous pouvez vraiment vous amuser, quoi. Demain soir, il y a le célèbre Canadien Mac DeMarco qui passe à l'aéronef. Alors, c'est un peu le chéri de ces dames. Pour une vingtaine d'euros, vous pouvez découvrir du coup son nouvel album. C'est un style pop-rock très douce. Son nouvel album, il se concentre sur de la guitare acoustique avec un synthétiseur et une boîte à rythme, donc quelque chose de très simple mais vraiment efficace. Sinon, si vous êtes plutôt cinéphile, il y a l'Arras Film Festival tout le week-end. Là, on est sur les 2 derniers jours. C'est un festival qui avait lieu depuis le 3 novembre. Donc une dizaine de projections en tout et c'est organisé par l'association Plan Séquence. Donc ça fait quand même un moment qu'ils sont là. Ça a été créé en 1990. Et donc ce week-end, on aura aussi les vainqueurs du festival. Oui, alors. voilà. Il y aura la fin du festival, donc avec les prix, la remise des prix et les derniers courts-métrages à regarder. C'est le public qui vote pour les films? Oui, alors le public peut voter pour les films. Par contre, il y a quand même un jury de professionnels qui est présent. Et c'est une bonne façon pour les jeunes talents de se lancer. Donc il y a quand même des grands noms qui seront là. Si vous êtes plutôt musique un petit peu plus forte, il y a le festival Tour de Chauffe, cette fois-ci à Comines. Donc il faut faire le chemin, mais au programme, vous avez de la musique garage, psychédélique et punk.
avec en tête de liste ce soir Eraserhead et Warhouse. Alors c'est un genre bien particulier, mais c'est quand même très bien. Et le festival du burger, ça c'est aujourd'hui. Ça nous intéresse tout de suite. Voilà. Donc, si vous avez une petite faim, la majorité des restaurants de Lille participent à cet événement. Vous pouvez retrouver l'événement sur Facebook et la liste des participants. Et il y aura des tarifs spéciaux et des menus aussi faits sur mesure pour l'occasion. Donc, ça va attirer du monde, je pense. Oui, voilà. Un bon moyen de venir à Lille. Voilà. Je vous remercie. On a plein de choses à faire ce week-end et un tour de la région entre Arras, Comines et Lille. Comme quoi, il y a beaucoup de choses à faire dans notre oui, région. Oui, faut pas dire, c'est bien. Les Hauts-de-France, pardon. Malgré le froid. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vous laisse. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, même heure, pour le TAVU.